Bonjour à tous, je vais faire une petite vidéo. Je suis malade, mais ça va aller. Je vais essayer de faire en sorte qu'on prenne pas de retard sur cette semaine là. Donc j'ai le Covid, donc je peux pas venir dans l'établissement. Je voudrais finir le cours sur le chapitre 3, le cours au cours duquel on a abordé la notion de dosage par titrage. Donc il nous reste la dernière partie à voir. Donc si je reviens un peu sur ce qui a été vu jusqu'à présent. Un dosage par titrage, le principe c'est de disposer d'une burette graduée avec un réactif titrant, en dessous duquel on va mettre un réactif titré dans un bécher par exemple, et on va verser de façon progressive le réactif titrant dans le réactif titré jusqu'à ce qu'on observe un brutal changement de la mesure qu'on fait, en pH mètre ou conductimètre. Et ce changement correspond à l'équivalence, qui correspond au fait que les deux réactifs sont limitants. Il y en a une relation qui, pour une réaction de titrage qui serait celle-là, correspond à la quantité de matière de titré initiale sur son coefficient stoichiométrique, qui va être égal à l'équivalence de la quantité de matière de réactif titré versée à l'équivalence sur son coefficient stoichiométrique. Le premier qu'on a vu, c'est le titrage pH métrique, et on voit que lors du changement de réactif limitant, à l'équivalence, on a un brutal saut de pH, soit vers le haut si on dose un acide par une base, soit vers le bas si on dose une base par un acide. Et on repère cette équivalence avec la méthode étangente. Maintenant, il nous reste à déterminer le troisième, le petit 3 de ce chapitre-là, c'est le dosage par titrage conductimétrique. La technique est la même, sauf que les courbes qu'on va obtenir vont pas être tout à fait les mêmes. Alors le principe, donc ce cours je vous l'envoie aussi en document PDF, vous pourrez le recopier sur votre cahier. Un titrage conductimétrique peut être envisagé du moment que la réaction support du titrage contient des ions. Donc la première chose qu'il faudra faire, c'est trouver la réaction support de titrage. Et s'il y a des ions qui interviennent dans cette réaction, on pourra faire un dosage avec un conductimètre et non plus un pH mètre. Alors on va tracer, comme pour le pH mètre, l'évolution cette fois-ci de la conductivité ou de la conductance, ça dépend de ce qu'on mesure, en fonction du volume de solution titrante ajoutée. Et suivant les cas, on va avoir deux portions de droite avant l'équivalence d'une première portion, après une deuxième portion, et qui ne sont pas les mêmes droites. Donc on va pouvoir trouver une intersection de ces deux droites qu'on appelle demi-droites obtenues lors du dosage. Donc on pourrait obtenir par exemple deux demi-droites comme celle-là, ou deux demi-droites comme celle-là, et on va prolonger ces demi-droites jusqu'à ce qu'on trouve l'intersection. Et à l'intersection de ces deux demi-droites, on va pouvoir descendre, mesurer le volume équivalent. Alors, comment tout cela fonctionne? Donc ça, c'est pas à noter dans votre cours, c'est pour vous expliquer pourquoi est-ce que la conductivité va changer au cours du dosage. On peut avoir une conductivité qui baisse puis qui augmente, une conductivité qui augmente un peu puis qui augmente plus vite, ou qui baisse un peu et qui baisse plus vite. Il y a plein de figures possibles. Une rupture de pente. Donc, comment comprendre ce phénomène? Alors, si on prend un cas un petit peu hypothétique où on va doser une solution titrée qui contient des H3 plus des Cl- par une solution titrante qui contient des Na plus et HO-. Alors c'est une réaction acido-basique mais qui fait intervenir des ions, donc on peut faire aussi un dosage conductimétrique. Dans ce cas-là, la réaction de support du titrage, c'est que quand on va verser les hydroxydes HO- au contact des H3+, ils vont réagir pour former deux molécules d'eau. C'est une réaction acido-basique. Mais elle fait intervenir des ions, donc on peut très bien mesurer la conductivité. La conductivité de cette solution, compte tenu de toute la variété des ions qu'il pourra y avoir dans la solution, c'est la somme des contributions des conductivités de chacun des ions avec leur concentration dans la relation. Donc la loi de Colroche qu'on a vue dans le cours s'écrira ainsi dans cette figure, ça va être la conductivité molaire de H3+, fois sa concentration, plus la conductivité molaire des ions Cl- fois leur concentration, plus la conductivité molaire des Na+, qu'il y aura à un moment donné, fois leur concentration, plus la conductivité molaire des HO- fois leur concentration. J'ai mis des petits points, je ne sais pas les où. Il pourrait y avoir 4 ions dedans. Alors voyons voir comment évolue cette conductivité au cours du dosage. Si je regarde les conductivités molaires ioniques de chaque ion, il y en a 4. Ils sont sur 4 couleurs. On voit que le H3O+, c'est celui qui conduit le mieux l'électricité, le Cl- il a 7,6, le HO- conduit pas mal à 19,8 et le Na+, à 5 millisiemens par mètre. Alors qu'est-ce qui se passe lors du dosage? Donc, là, on commence
comme ça, avec le graphique qui correspond à la conductivité en fonction du volume de réactif titrant qu'on va verser. Donc on va verser les premiers millilitres de cette solution. Alors d'abord on mesure avec un conductimètre que je n'ai pas représenté sur ce dessin, on va mesurer la conductivité. Et avant même d'avoir versé la solution titrante, on va pouvoir mesurer une conductivité, admettons qu'elle soit à ce niveau-là. Donc elle est pour 0 volume titrant versé. Puis je verse un petit peu de solution titrante. Donc là, symboliquement, j'ai fait venir qu'une paire d'ions. Ici, le H3O+ et le HO- vont réagir suivant cette réaction-là pour donner deux molécules d'eau que je ne vais pas représenter, mais au niveau des ions, ils vont s'annuler. Il ne va plus y avoir ces deux ions-là. Donc ils vont disparaître, remplacés par des molécules d'eau que je ne représente pas, parce que de toute façon, elles ne conduisent pas l'électricité. Donc si on interprète ce qui se passe, précédemment, j'avais un H3O+, après avoir versé une micro-gouttelette de réactif titrant, je n'ai plus de H3+, mais j'ai un Na+ qui vient se rajouter à la place du H3+, en fin de compte. Parce que le H- et le H3+ ont réagi, se sont détruits. Ce qui signifie que je peux dire que la concentration H3+ est en train de diminuer, puisque je suis en train de détruire des H3+. La concentration en Na+, elle est en train d'augmenter. La concentration en Cl- ne change pas, puisque c'est un ion spectateur, je suis en train de le détruire. Et celle en HO-, en hydroxyde, elle est nulle, puisqu'à chaque fois que je verse des HO-, ils sont détruits par le H3+. Si maintenant je regarde les conductivités correspondantes, ici je vois qu'on est en train de baisser cette conductivité, pendant qu'on est en train d'augmenter au même rythme, pour la concentration, hein, cette conductivité-là. Quand un H3O+ disparaît, un Na+ apparaît. Donc si je regarde la différence, je peux dire que ça diminue la conductivité, parce que je perds plus que je ne gagne. Je perds 35,5 alors que je gagne 5. Du coup, la conductivité diminue. Quand je verse une autre micro-gouttelette, pareil, je H3+ HO- qui se détruit, mais le Na+ vient se remplacer, ça continue à diminuer. Parce que j'ai enlevé encore un H3+ remplacé par Na+. Et ainsi de suite, je continue à verser mes gouttes jusqu'à ce qu'au final, dans cette modélisation, j'ai fini par complètement faire réagir les H3O+. Ici, j'arrive à un stade qu'on appelle l'équivalence, puisque je n'ai plus de réactif ni titrant, ni titré, enfin ni titré, ni titrant, pardon. Donc c'est l'équivalence. Je suis arrivé à l'équivalence. Alors, ce qui se passe après coup, je vais continuer à verser. Je verse une goutte supplémentaire, il n'y a plus de réaction possible. J'ai donc rajouté du Na+ et du HO- en excès. Donc je peux dire que Na+ augmente toujours et HO- aussi. Par contre, je n'ai plus de H3O+, puisque j'ai tout détruit. Les Cl- sont toujours constants. Donc au fur et à mesure que je verse le réactif titrant, il n'y a plus de réaction, mais la conductivité augmente puisque je n'ai que des ions qui augmentent. Ces concentrations augmentent. Donc je vois qu'après avoir observé que la conductivité diminuait avant l'équivalence, tant que j'avais la réaction, ça diminuait. Une fois que j'ai plus la réaction, donc après l'équivalence, cette conductivité augmente. Il me reste plus qu'à, une fois que j'ai fait relever tous ces points-là, à tracer les deux portions de droite. Hop, je trace les deux portions de droite et à l'intersection. Alors ici j'ai un point qui est pile à l'équivalence, parce que j'ai fait une modélisation aux ions près, mais vous n'aurez pas le point de l'équivalence. Vous aurez une portion de droite, une autre portion de droite, et là où ça va se croiser, ce sera l'équivalence. Et bien vous prenez l'intersection des deux, et vous allez chercher en dessous le volume équivalent. Voilà le principe. Et parfois, vous verrez pas forcément une conductivité qui diminue, peut-être qu'elle pourra augmenter plus vite, en tout cas il y aura une rupture de pente. Donc, quelques remarques d'abord. Pour que ce soit des portions de droite, il faut conserver le fait que la conductivité est proportionnelle à la concentration. Et pour que ça fonctionne bien, il faut que le volume ne change pas trop. Parce que sinon, c'est plus tout à fait proportionnel à la concentration, parce qu'on va augmenter le volume. Donc pour ça, ce qu'on fait en début de dosage pour une solution, pour un dosage conductimétrique, c'est qu'on va diluer avec un grand volume d'eau la solution attitrée qu'on a mis dans le bécher en dessous. Donc on a mis un petit peu de solution titrée, et puis on rajoute un grand volume d'eau qui ne sera pas vraiment modifié par la solution titrante que je vais verser. Donc il faut arriver à 100 ou 200 ml
de volume d'eau pour que les quelques millilitres que je rajoute ne changent pas vraiment le volume et donc qu'on ait des portions droites. Donc la première remarque, c'est que la solution attitrée est toujours diluée avec un grand volume d'eau, de l'eau distillée bien sûr, et ça permet de négliger la variation de volume qui influencerait sur la mesure de la conductivité. Deuxième remarque, cette dilution n'a aucun impact sur le point d'équivalence puisque rajouter de l'eau comme pour le dosage pH métrique, ça ne change pas la quantité de matière de solution de soluté titrée. Donc on rajoute de l'eau, on ne change pas la quantité de soluté. Donc ça n'a pas d'influence sur le volume équivalent. Enfin, pour interpréter cette rupture de pente, ce que je viens de faire dans la petite animation précédente, il faudra le faire en regardant l'évolution des concentrations avant l'équivalence et après l'équivalence pour pouvoir justifier le fait que ça diminue vite ou moins vite, augmente, etc. Et bon, expliquer la rupture de pente. Donc, l'interprétation qualitative de la rupture de pente se fait en examinant pendant le titrage la variation ou pas des concentrations des ions dans le bécher. Et donc avec les conductivités molaires ioniques qui sont à chaque fois données, vous pourrez expliquer pourquoi ça descend avant ou pourquoi ça monte avant, ça dépend des cas de figure, et pourquoi ça change après l'équivalence, est-ce que ça monte plus vite, est-ce que ça descend, ça dépend de l'équation de la transformation support du dosage. Cette variation entre en jeu dans la relation entre la conductivité, la solution titrée et la concentration des ions. Donc voilà pour le cours, je vous le distribue, je vous l'envoie en PDF, vous pourrez le recopier dans votre cahier. Maintenant, je voudrais rapidement, pour ceux qui le souhaiteraient, faire la correction, expliquer un petit peu des 3 exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Il y avait le 18, donc tout sur les dosages par titrage pH métrique pour l'instant. Donc dans l'exercice 18, page 76, on a tracé la courbe de titrage avec un logiciel, donc la TISPRO par exemple, et puis on en a tracé ici la dérivée. Alors on le verra plus tard, hein, c'est une notation que pour le moment vous ne connaissez pas vraiment, mais cette notation de dPH sur dV, ça veut dire dérivée du pH par rapport au volume. On a fait la dérivée, c'est-à-dire qu'on cherche la pente de cette droite rouge. Donc ça descend un peu, puis ça se met à descendre très vite, un peu plus raide, puis après ça descend un peu moins raide. Donc là où je vais trouver le creux, ça sera le maximum de la pente ici, mais en descendant. Alors schématiser le dispositif expérimental, je ne vais pas m'étendre très très longtemps, mais on re-schématise tout ça en indiquant les différentes parties. Donc on le sait, je vais le mettre vite fait. Ici c'est l'éprouvé gradué. Alors je vais pas très bien l'écrire, hein. Je vais pas écrire en entier. Ça, c'est des prouvettes graduées. Le réactif qu'on met dedans, il s'appelle le réactif titrant. Donc ça, c'est le réactif titrant. J'écris mal à la souris. En dessous, on va voir le réactif pas titré, qui se trouve dans un bécher. Alors, il faut connaître le nom un peu du matériel, hein. Donc, le titré ici, il faut écrire réactif titré, hein, je vais un peu vite. Ici, on a l'agitateur magnétique. C'est très mal écrit, mais j'écris avec ma souris sur mon lit. Et là, on a un pH mètre puisqu'on fait un dosage pH métrique. Et éventuellement, si on veut, on peut rajouter qu'ici on a l'aimant. C'est celui qui va attirer l'agitation grâce à l'agitateur. Pour expliquer comment repérer l'équivalent, il suffit de repérer là où se trouve le maximum, enfin pas le maximum, ici le minimum de la dérivée puisque ça descend. Donc on repère l'équivalence, on cherche l'applique du minimum de la dérivée de la courbe. Il correspond au volume équivalent. Donc je vais me placer là-dessous, là. Ici, moi je peux le montrer, hein. Je prends avec des pointillés et je descends ici à la verticale de ce creux de dérivée. Et là, je vais lire le volume équivalent, c'est-à-dire à peu près 14,5. Alors, on peut toujours faire un calcul d'échelle pour pouvoir calculer plus précisément ce volume. On mesure en centimètres combien font 30 millilitres. Après, on mesure jusqu'au volume équivalent en nombre de centimètres et fait un produit en croix. D'abord, la solution titrée est-elle un acide ou une base? On voit qu'on démarre à un pH élevé et on finit avec un pH qui est bas, donc ça veut dire que la titrée c'est une base et le titrant c'est un acide.
qu'on a une courbe qui descend. Et enfin, quelle autre méthode aurait-on pu utiliser? Bah, il y a la méthode des tangentes qui est un peu délicate à faire ici. Alors, on oublie la courbe violette et avec une règle, on essaie de tracer deux tangentes parallèles mais au premier point d'inflexion et au deuxième point d'inflexion. On va chercher le milieu, en traçant la perpendiculaire, on va chercher le milieu de ces deux tangentes et en traçant le milieu, on va se retrouver au point qui croise la courbe rouge, donc ça c'est la parallèle aux deux tangentes qui passe par le milieu entre les deux tangentes, elle croise la courbe rouge de titrage au point d'équivalence. Et je lis le volume équivalent dessous. Donc ici, peut-être 14,5 approximativement. Bon, on passe au 19 maintenant, qui est un exercice plus classique. L'acide ascorbique, donc la vitamine C, cette formule brute ici, il est présent dans de nombreux fruits et légumes, etc. Et dans les comprimés. On écrase un comprimé de vitamine C500. On veut vérifier qu'il y a 500 mg dedans. Enfin, on dissout la poudre dans un peu d'eau distillée, puis on introduit l'ensemble dans une feuille jaugée de 100 ml. Donc on a dissous comprimé dans 100 ml. On complète avec l'eau distillée, on agite. Ensuite, on en relève le volume VA. Donc on va prélever de cette solution préparée par dissolution, on va prélever 10 ml de cette solution. Ça sera donc la solution titrée, celle qu'on va mettre en dessous. Et on va la doser par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, de concentration en quantité de matière de 2 fois 10 puissance moins 2. Alors maintenant, il faut quand même savoir par cœur que quand on a affaire à hydroxyde de sodium, c'est l'hydroxyde qui correspond à la base, ça il faut le connaître par cœur. Et puis ici, l'acide ascorbique, c'est l'acide de ce couple-là. Donc là maintenant, quand on vous parle de soude ou d'hydroxyde de sodium, c'est la même chose. L'hydroxyde, c'est une base, il faut le savoir. Et la concentration en solide, c'est la concentration en hydroxyde. C'est la même. Écrire l'équation de la réaction support de titrage. J'ai un acide plus une base qui vont donner les deux autres. On va le faire rapidement. On va trouver. Alors là, ils ont mis AH, mais c'est pas H. On peut mettre C6H8O6. Alors j'ai repris la correction qui était dans le livre. Donc en fait, l'acide ici c'est C6H6O6. Autant mettre la bonne formule. Là, ils ont mis dans la correction quelque chose de général. Et puis ici, je vais avoir C6H6 H5 pardon, non c'est H8 pardon, ici, et donc là je vais avoir C6 H7 au moins. Donc j'ai repris les données du couple, donc c'est plus rigoureux de le faire comme ça, et puis on met bien à queue à chaque fois. Donc ça c'est le titré, ici c'est le titrant. En utilisant du papier, on détermine graphiquement le volume équivalent, donc en fait on fait la méthode des tangentes, ce sera une première j'ai pas fait dans l'ordre. Donc je vais vous l'afficher après, on met une première tangente ici, une deuxième là, on trace une perpendiculaire pour trouver la droite qui est parallèle aux deux premières tangentes, que j'ai pas tracé là encore, elles vont s'afficher après. Et le point qui est croisé par cette droite qui passe entre les deux tangentes que j'ai pas encore mis, il croise la courbe au point d'équivalence. Donc ici je vais trouver avec un calcul d'échelle 14,4 environ pour le volume équivalent. Alors j'afficherai les deux tangentes là que j'ai pas affichées mais sur la fin d'exercice. Ça s'affiche pas au bon moment. Calcule la quantité de matière d'acide ascorbique dans les 10 ml de solution titrée. Donc on a pris 10 ml de solution titrée ici. Ce que je veux c'est calculer la quantité d'acide ascorbique qui a été dosée. Alors je vais utiliser la relation à l'équivalence. La relation à l'équivalence, elle va nous dire que la quantité d'acide ascorbique, AH, donc c'est la quantité de C6H8O6 initiale, est égale à la quantité de matière d'hydroxyde versée à l'équivalence. Maintenant, ce que je veux, c'est N de l'acide, c'est 6H8O6. Ici, j'ai plus qu'à remplacer par C fois V, la concentration c'est CB et le volume c'est le volume équivalent. Voilà. Donc CB fois VE, qui me fait 2 fois 10 puissance moins 2 fois 14,4 ml que je convertis. Décidément, ils ont fait des erreurs dans leur correction. C'est 10 puissance moins 3. Je sais pas, 10 puissance 3.
égale 2,88 fois 10 puissance moins 4 mol. Et enfin, on déduire la masse en milligrammes d'acide ascorbique contenu dans un comprimé. Alors, donc, justifier le titre de l'exercice, c'est-à-dire vitamine C 500. Donc, dans les 10 millilitres, on avait cette quantité de matière en mol, mais on a dissous initialement l'ensemble dans 100 millilitres, dont on a prélevé que 10 pour faire le dosage. Donc, on sait que le comprimé, au départ, il était réparti dans les 100 millilitres. J'en ai donc dosé qu'un dixième de ce qu'il y avait au départ, puisque j'en ai pris que 10 millilitres. Je vais pouvoir dire qu'il y avait une quantité de matière d'acide ascorbique égale à 10 fois ce que je viens de calculer dans le comprimé. Maintenant, il me suffit de multiplier par la masse molaire qui est donnée ici pour trouver la masse d'acide ascorbique. Donc c'est 10 fois la quantité de matière trouvée fois la masse molaire qui vaut 176. Et quand on fait le calcul, on trouve 500. L'indication du fabricant C500 indique qu'un comprimé de vitamine C contient 500 mg d'acide ascorbique. Donc là, on doit trouver 0,500 résultat. Je ne vais peut-être pas afficher, mais c'est le résultat du calcul égale 0,500 g d'acide ascorbique, ce qui correspond à 500 mg. Donc là, maintenant, elle s'affiche un petit peu tardivement, mais les deux premières droites qu'on trace, ce sont les deux tangentes ici. Ensuite, on cherche la perpendiculaire. On va se placer au milieu et on trace la droite rouge qui va souvent croiser la courbe de dosage au point d'équivalence. On va terminer maintenant par le 21. Non, pas le 21, pardon. Je vous mettrai sa correction plus tard. Parce qu'il n'était pas à faire. Mais le 25, dont il y avait un exemple de correction juste au-dessus pour le 24. Un petit peu compliqué celui-là, parce qu'il fait intervenir plein de notions. Donc on dispose d'une solution commerciale d'acide sulfurique. Alors il faut savoir que l'acide sulfurique, comme l'acide chlorhydrique dans l'exercice précédent, une fois dissous, l'acide sulfurique c'est H2SO4. Alors ça c'est ce qui manque un peu à l'exercice, mais il faudrait indiquer que quand il se dissout cet acide sulfurique dans l'eau, il va se dissocier en H3O+. Alors je vais pas faire une flèche, je vais faire comme ça. Je sais que je vais en récupérer H3O+, à la fin, qui sera l'acide, plus ce qui reste, c'est-à-dire HSO4-. Donc de toute façon, quand je regarde les couples, il n'y a pas H2SO4 dans les couples, mais il y a H3O+. Donc cet acide là qui va se dissoudre intégralement, alors il faudra rajouter une molécule d'eau pour que ça tienne vraiment. Mais c'est H3O+, qui va être considéré comme l'acide quand c'est en solution aqueuse. Donc c'est une petite aparté pour dire que cette solution commerciale d'acide sulfurique, en fait, qu'on va doser, c'est H3O+, qui correspond à la quantité d'acide sulfurique introduite. Alors je vais effacer mes notations. Tac, pour y voir plus clair. Alors, on commence par la question 1. Alors, il n'y avait que les 4 premières questions à traiter ici. Donc, la question 1 demande, compte tenu du fait qu'on va disposer de cette solution commerciale de densité 1,82, qui a un titre massique de 92% en acide sulfurique, donc il y a 8% d'autres choses et 80% en masse d'acide sulfurique. On prépare une solution diluée dont un échantillon de volume VA égale 20 ml est titré par suivi pH métrique. Donc on a pris 20 ml de cette solution diluée qu'on a dosée. La concentration titrante, la solution titrante c'est toujours de la soude, c'est H au moins qui va être le titrant, et H3+ qui sera le titré, qui provient de l'acide sulfurique. Donc là j'ai le titré, et ça c'est le titrant, qui intervient dans un couple aussi, on le voit, on l'a déjà vu, c'est du grand classique, quand on dose par une base, c'est souvent avec H au moins. Et sa concentration est donnée ici. Le volume de soude versé pour atteindre l'équivalence est de 10 ml. Alors dans un premier temps, on demande de calculer pour la solution commerciale, pas celle qui dilue, la concentration en quantité de matière d'acide sulfurique. Alors, il y a pas mal de choses à investir. D'abord, on a la densité, on a le titre massique, et puis on a aussi la masse molaire. Donc avec ça, on doit pouvoir s'en sortir. Et on a le volume dans lequel ça a été préparé, puisqu'on
faire dans 20 millilitres. Alors, la concentration en soluté apportée de l'acide sulfurique commercial est, une concentration c'est N sur V, c'est la quantité de matière solutée, donc d'acide sur V. Mais la quantité de matière solutée c'est petit m sur grand M. Donc si je combine tout ça, ça va me faire petit m soluté sur grand M fois V. Première formule, j'ai la numéro 1. Ça, c'est la concentration, mais en expression littérale. Le problème, c'est que je ne connais pas le volume. Je ne vais pas prendre ce volume de 20 ml parce que ça, c'est pour la solution diluée qu'on a dosée. Je ne sais pas dans quel volume ça a été préparé initialement. Je vais laisser V. Ensuite, à partir de l'expression du titre massique, on va trouver cette masse de soluté que je ne connais pas. La masse molaire, je la connais. La masse de soluté, ça va être le titre massique, donc 92%, fois la masse de solution. La masse de solution, je ne la connais pas non plus, mais c'est égal à ρ de la solution commerciale fois le volume, que je ne connais pas non plus d'ailleurs. Et la masse volumique de la solution commerciale, étant donné que je connais sa densité, en multipliant par la masse volumique de l'eau, je trouve la masse volumique de la solution commerciale fois le volume. Maintenant, je vais combiner tout ça. Donc la masse de soluté, ça va être 92%, c'est-à-dire 0,92 fois ρ de l'eau fois la densité fois le volume. Maintenant, j'ai plus qu'à remplacer cette expression-là, d'où l'intérêt de garder des expressions littérales, à la place de la masse de soluté qui est indiquée ici dans cette formule. Et je vais tomber sur cette expression, la concentration commerciale, c'est 0,92 fois la masse volumique de l'eau, fois la densité fois le volume ici, divisé par grand M, la masse molaire de l'acide sulfurique fois V. Et là, on voit que les volumes sont en haut et en bas, donc ils vont se simplifier. Donc j'ai pas besoin de connaître le volume d'acide dans lequel se trouve ma solution initiale, hein. J'en ai pas besoin parce que ça se simplifie. Donc maintenant il me reste à calculer, à simplifier donc le volume et à faire l'application numérique, donc la masse volumique de l'eau. Alors c'est 1 gramme par millilitre, mais étant donné que moi je veux un résultat qui est en mol par litre, il va falloir que je cherche la masse volumique de l'eau en grammes par litre. Donc cette masse volumique de l'eau en grammes par litre, c'est 1000. 1 litre d'eau, ça pèse 1000 grammes. Donc j'ai mis 1000 ici. Et ça va être par litre, donc ce qui fait que je vais obtenir une concentration en mol par litre à la fin. Donc 0,92 fois la masse volumique de l'eau de 1000, fois la densité de 1,82, divisé par la masse molaire 98, je trouve 17 mol par litre. J'ai répondu à la première question. La deuxième question, c'est l'équation. On va écrire l'équation de la réaction acide-base, support du titrage. Eh bien, je l'ai dit, l'acide titré, ce sera celui-là, la base titrante, ça sera celui-là, donc c'est classique, c'est ça plus ça, pardon. L'acide plus la base qui vont donner 2 molécules d'eau. C'est la réaction vraiment classique entre un acide fort et une base forte. Ensuite, la relation à l'équivalence, je vais pouvoir dire que la quantité de matière initiale de H3O+ d'acide que j'avais mis, elle va être égale à la quantité de matière de H au moins versée à l'équivalence, le tout divisé par leur coefficient stoichiométrique de 1. La première quantité, c'est C fois VA, la concentration que je ne connais pas, fois VA, est égale à CB, donc la concentration du titrant, fois le volume équivalent. Ce que je veux, c'est de connaître la concentration. La concentration, c'est donc CB fois V équivalent sur VA, et je trouve 2,5 10 - 2 mol. Il me reste à calculer l'incertitude type sur le calcul de cette concentration. Alors, on utilise la formule de la relation qui est donnée dans la question. U de C sur C va être égal à cette racine compliquée. Donc, le C qui était dessous, je le fais passer à côté. Ça me fait U de C est égal à C fois cette racine-là. Et les données sont indiquées dans l'énoncé. VA, c'est 20 ml. U de VA, on l'avait, tout est donné ici. U de VA, c'est 0,10 ml. U de VE, c'est 0,15 ml. U de CB, c'est 0,010. Et puis j'ai le VA, le CB et le volume équivalent qui sont donnés. Je vais donc pouvoir remplacer par toutes ces valeurs. Ne vous embêtez pas à convertir. Vous pouvez laisser des millilitres au-dessus, des millilitres en bas. Tout va se simplifier. Tout va se neutraliser. Pas besoin de convertir si c'est en millilitres et en millilitres en haut et en bas. C'est bon, ça marche. Le résultat va me donner 0,005 mol par litre
en incertitude. Fait que rigoureusement, je pourrais me permettre de rajouter un 0 ici dans l'écriture de cette concentration finale, puisque l'incertitude type elle joue sur le troisième chiffre après la virgule. Voilà, bon, j'espère que j'étais pas trop soporifique. Je vous souhaite une bonne semaine. Vendredi, vous aurez TP avec mon collègue pour faire le TP dosage par titrage conductimétrique. Donc vendredi, il faudra amener vos blouses, mais je vous envoie tout ça par messagerie. Allez, au revoir.